Bon, les amis, il y a quelque chose qui cloche avec notre système solaire. Il se déplace dans l'espace bien plus vite que ce que les lois de la physique devraient m'y permettre. En plus, un gigantesque vide nous guette dans notre voisinage cosmique. Une étoile géante fonce droit sur nous et quelque part là-bas, dans les zones sombres du système solaire, se cache une planète secrète. Mais qu'est-ce qui se passe ? Notre système solaire, notre foyer dans l'immensité de l'univers, il s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années à partir d'un immense nuage de gaz et de poussière. Au centre se trouve le Soleil, une étoile qui représente environ 99,8% de la masse du système solaire et qui retient toutes les planètes grâce à sa gravité. En outre, des milliards d'autres objets gravitent dans le système solaire. Des lunes, des astéroïdes, des comètes et des planètes naines, comme Pluton. Et tout au bord commence probablement le mystérieux nuage d'Oort, d'où proviennent de nombreuses comètes. Jusqu'ici, rien de nouveau, mais quelque chose cloche avec notre maison cosmique et ça cause des nuits blanches aux astronomes. Ils ont mesuré notre vitesse à l'aide du rayonnement fossile, ou CMB. Ce rayonnement est la rémanence du Big Bang, un faible bruit qui nous parvient de toutes les directions de l'espace. Et comme on se déplace à travers, il n'apparaît pas tout à fait uniforme. Dans notre direction de déplacement, le rayonnement est légèrement comprimé et plus riche en énergie, tandis qu'il est un peu étiré derrière nous. I don't care if anybody gets it. I'm going as the Doppler effect. No, it's not. If I have to, I can demonstrate. À partir de ce minuscule écart, les astronomes peuvent déduire que notre système solaire se déplace à près de 370 km par seconde. Mais il existe une autre méthode pour mesurer notre vitesse, celle de la répartition des radiogalaxies. Ces galaxies très éloignées émettent des ondes radio, et ces ondes sont elles aussi influencées par notre propre mouvement. Si on se déplace dans le cosmos, on devrait détecter un peu plus de sources radio dans la direction où on va que derrière nous. C'est ce qu'on appelle le dipôle cosmique. Et c'est ce dipôle qu'une équipe internationale de chercheurs, dirigée par Lucas Bohm, vient de mesurer. Pour leur analyse, les scientifiques ont exploité les données de 6 relevés radio différents. Ensemble, ces relevés couvraient une grande partie du ciel et détectaient des sources radio dans une gamme de fréquences allant de 120 MHz à 4 GHz. Les chercheurs ont utilisé pour la première fois une nouvelle méthode statistique appelée distribution binomiale négative. Les radiotélescopes à haute résolution montrent souvent plusieurs composants d'une même galaxie comme des sources distinctes. Du coup, certaines données apparaissent plus souvent qu'on ne le supposerait. La nouvelle méthode tient précisément compte de cela et fournit ainsi des résultats plus précis. Bohm et son équipe ont constaté que le pôle radio mesuré est 3,7 fois plus haut que prévu. Et ce n'est pas une mince affaire, c'est un problème majeur pour notre modèle cosmologique standard. Le système solaire se déplace plus de 3 fois plus vite que ne le prédisent les modèles actuels. Et cela aurait des répercussions sur toute notre vision de l'univers. Les écarts sont bien trop importants pour pouvoir s'expliquer par des imprécisions de mesure ou des erreurs systématiques. De plus, différents relevés radio à différentes fréquences montrent tous le même écart. S'il s'agissait d'une erreur systématique, elle devrait se retrouver de manière cohérente sur toutes les bandes de fréquences. Des mesures antérieures de la répartition des quasars à l'aide de télescopes infrarouges ont donné des résultats similaires. Quelle pourrait en être la cause ? Première possibilité, il y a plus de concentration locale de masse que nous ne le pensions. Peut-être existe-t-il dans notre voisinage cosmique des amas de matière plus importants qui nous attirent ou nous repoussent plus fortement que ne le prévoit le modèle standard. Deuxième possibilité, les radiogalaxies ne sont pas réparties aussi uniformément que nous le supposons. Si la structure à grande échelle de l'univers est différente de celle de nos modèles, cela influencerait bien sûr aussi les mesures. Et ça nous amène à un problème fondamental car nos modèles cosmologiques reposent sur le principe cosmologique, l'hypothèse selon laquelle l'univers est homogène et isotrope à grande échelle, c'est-à-dire qu'il se présente globalement de la même manière partout. Troisième possibilité, il existe un effet physique encore inconnu que nous ne comprenons pas. Peut-être que l'énergie noire joue un rôle différent de ce qu'on pensait, ou qu'il existe des courants à grande échelle dans l'univers qui sont plus puissants que prévu. Quelle que soit l'explication qui s'applique, elle signifie toutes que nos modèles actuels sont remis en question. Mais c'est exactement comme ça que fonctionne la science. On émet des hypothèses, on fait des prédictions, on vérifie par des mesures, et si les mesures ne correspondent pas aux prédictions, on doit ajuster nos théories. Ce n'est pas un échec, mais un progrès. D'autres radiotélescopes vont balayer le ciel dans les années à venir et fournir des données encore plus précises. Grâce à des projets comme WIV-LOFA, les astronomes pourront non seulement mesurer la position des radiogalaxies, mais aussi mieux déterminer leur distance. Ça nous aidera à comprendre s'il existe vraiment des structures à grande échelle qui influencent notre mouvement ou si les écarts ont une cause tout à fait différente.
Yeah, Mr. White. Yes, science. Tout ça vient peut-être aussi de notre position dans le cosmos, car voici une autre découverte incroyable. Des scientifiques ont en effet découvert que notre Voie lactée flottait très probablement dans un gigantesque vide cosmique, ce qu'on appelle un void. Mais avant d'en parler, il faut d'abord aborder un autre problème, la tension de Hubble. Le problème est le suivant. Selon la façon dont on mesure la vitesse à laquelle l'univers s'étend, on obtient des résultats complètement différents. Si on prend des mesures de l'univers primitif, comme le rayonnement fossile ou les oscillations acoustiques baryoniques, on obtient une constante de Hubble d'environ 67 km par seconde par mégaparsec. En revanche, si on prend des mesures d'objets proches de nous, comme les supernovae ou les étoiles céphéides, on arrive à 73 km par seconde par mégaparsec. C'est une différence énorme. Soit il y a un problème avec nos mesures, soit, et c'est là que ça devient passionnant, on vit dans un environnement cosmique très particulier. C'est là que le vide cosmique entre en jeu. Le docteur Indranil Banik de l'université de Portsmouth explique qu'on se trouve peut-être au centre d'un grand vide local. Imagine l'univers comme un énorme fromage suisse. Les parties solides sont des régions riches en galaxies, en étoiles et en matière noire, en quelque sorte le fromage. Les trous dans le fromage seraient alors les vides. On parle ici de structures qui s'étendent sur des centaines de millions, voire des milliards d'années-lumière. Dans ces régions, la densité de matière est environ 20% inférieure à la moyenne cosmique. À l'échelle cosmique, ça fait une énorme différence. Si on vit effectivement dans un tel vide, ça expliquerait pourquoi nos mesures locales de l'expansion donnent des valeurs différentes de celles des mesures globales. Ça signifierait que la matière est attirée par la gravité vers la partie extérieure plus dense de l'espace vide, ce qui rendrait cet espace de plus en plus vide avec le temps. À mesure que l'espace vide se vide, la vitesse des objets qui s'éloignent de nous semble augmenter. Mais comment les chercheurs ont-ils découvert ça? Ils ont écouté les échos du Big Bang. Quand l'univers n'était encore qu'un bébé, on parle des 380 000 premières années après le Big Bang, il était rempli de plasma chaud. Dans ce plasma, des ondes sonores gigantesques se sont formées sous l'effet de la gravité et de la pression de radiation. Quand l'univers est devenu assez grand et assez froid, ces ondes sonores se sont figées et ont laissé des motifs dans la répartition de la matière qui sont encore visibles aujourd'hui dans l'univers. Ces motifs ressemblent à d'énormes structures circulaires qui mesurent toutes environ 1 milliard d'années-lumière. Comme on sait quelle taille elles devraient avoir, on peut les utiliser comme une sorte de règle cosmique pour mesurer les distances. Les chercheurs ont analysé des données collectées depuis 20 ans et ont constaté que ces motifs sont légèrement déformés. Ce vide cosmique dans lequel on vit donc serait d'environ 2 milliards d'années-lumière. C'est tellement gigantesque que c'est presque impossible à imaginer. Tout notre groupe local de galaxies, y compris la Voie lactée, Andromède et 80 galaxies plus petites, ne serait qu'un minuscule point dans cet immense vide. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous? D'abord, pas de panique, on ne va pas être soudainement aspiré dans l'espace ou quoi que ce soit de ce genre. Ce vide existe depuis des milliards d'années et c'est là-dedans qu'on a évolué. Pour nous, ça ne change donc rien, mais pour la cosmologie, ce serait révolutionnaire. Ça signifierait que notre position dans l'univers est tout sauf moyenne. Peut-être vivons-nous finalement dans un voisinage assez particulier. Ça expliquerait aussi pourquoi certaines de nos mesures s'écartent de ce qu'on attend du reste de l'univers. Si cette théorie se confirmait, on serait alors les habitants d'une bulle cosmique, et cette bulle pourrait expliquer pourquoi l'univers nous apparaît différent de ce qu'on avait initialement prévu. Mais peu importe où on se trouve exactement dans le cosmos, il y a quelque chose là-bas qui se dirige droit vers notre système solaire. Et ce n'est ni un astéroïde ni une comète, mais une étoile entière. Son nom, Gliese 710. Beaucoup d'entre vous pensent sûrement « Attends un peu, Astro-Team, les étoiles ont quand même une place fixe dans la Voie lactée. » En principe, c'est vrai. Notre système solaire se trouve sur l'un des bras spiraux extérieurs de la galaxie et tourne avec des milliards d'autres étoiles autour du centre galactique. Une révolution complète dure environ 225 millions d'années. C'est ce qu'on appelle une année galactique. On file donc pas seulement avec la Terre autour du Soleil, mais aussi avec tout le système à travers la galaxie. Mais les positions stellaires ne sont pas complètement figées. En plus de ce mouvement galactique, chaque étoile a aussi un certain mouvement propre. Sur de très longues périodes, cela peut entraîner une modification des distances entre les différents systèmes stellaires. On appelle ces étoiles des étoiles vagabondes, ou encore des étoiles errantes. Gliese 710 est une de ces étoiles, et malheureusement, elle se trouve aussi en trajectoire de collision directe avec notre système solaire. À l'aide des données ultra précises du télescope spatial Gaia, les scientifiques ont calculé quand exactement cette visite indésirable aura lieu.
Dans 1,35 million d'années, Gliese traversera notre système solaire. Ça semble à première vue être une durée inimaginablement longue. Mais à l'échelle cosmique, c'est pratiquement après-demain. Au départ, les chercheurs pensaient que Gliese passerait à environ 60 000 unités astronomiques de nous. Ce serait relativement loin, mais les nouvelles mesures plus précises de Gaïa ont montré qu'il s'approchera beaucoup plus près de nous, à seulement 13 366 unités astronomiques. C'est encore loin à l'échelle humaine, mais d'un point de vue cosmique, il va littéralement filer à toute vitesse à travers notre système solaire. Pour te donner une idée, une unité astronomique correspond à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. Gliese passera donc à environ 2 billions de kilomètres de nous et traversera ainsi le nuage d'Oort. C'est là que la gravité de notre Soleil est tout juste assez forte pour retenir des milliards d'astéroïdes. Quand Gliese traversera le nuage d'Oort, sa gravité va dévier d'innombrables comètes et astéroïdes de leurs orbites tranquilles et les propulser vers le système solaire interne. En plus, Gliese 710 brillera plus fort que Jupiter dans le ciel nocturne. Le passage de Gliese lui-même ne menacera probablement pas directement la vie sur Terre, car il ne s'approchera pas assez pour perturber les orbites de nos planètes. Le vrai danger réside dans les répercussions sur le nuage d'Oort. En effet, les scientifiques estiment que Gliese éjectera environ 0,1% de toutes les comètes du nuage d'Oort, et on parle ici de 0,1% sur plusieurs milliards. Les 600 000 premières années suivant le passage pourraient s'avérer particulièrement critiques. C'est à cette période que les comètes qui auront été projetées directement vers le Soleil arriveront. Et il y a aussi de nouvelles simulations sur les étoiles vagabondes en général. Les simulations montrent que, dans les milliards d'années à venir, la Terre a environ une chance sur 500 d'être soit éjectée du système solaire, soit mise en trajectoire de collision avec une autre planète. Et dans un tel cas, nos options d'action seront sans doute plutôt limitées. Alors que Gliese mettra encore bien du temps à arriver, il y a, dans les confins obscurs du système solaire, quelque chose qui bouleverse déjà le monde de l'astronomie. À peine une décennie après la rétrogradation de Pluton en 2016, les astronomes Mike Brown et Konstantin Batygin du California Institute of Technology ont avancé une nouvelle théorie. Ils soupçonnent qu'une 9e planète pourrait se cacher bien loin, au-delà de l'orbite de Neptune, un énorme corps céleste glacé, environ 5 à 10 fois plus lourd que notre planète qui ferait le tour du Soleil une fois tous les 10 000 ans. Et comment en sont-ils arrivés là ? Ils ont remarqué quelque chose d'étrange dans les orbites de certains objets du système solaire externe. Dans la ceinture de Kuiper, au-delà de Neptune, il y a toute une série de corps célestes dont les orbites sont regroupées et alignées de façon frappante. Malgré l'énorme distance, ces objets semblent être influencés par quelque chose. La plupart des recherches menées jusqu'à présent pour trouver cette planète hypothétique numéro 9 se sont concentrées sur sa lumière visible réfléchie. Mais le chercheur Fan et son directeur de thèse, Tomotsugo Goto, ont choisi une autre stratégie. Au lieu de chercher de la lumière visible, ils ont cherché cet objet mystérieux dans le domaine de l'infrarouge lointain. Ce rayonnement thermique propre voyage directement vers la Terre. Il n'a donc pas besoin d'être d'abord réfléchi et pourrait donc potentiellement apparaître plus intense que la faible lumière réfléchie du Soleil. Pour leurs recherches, les chercheurs ont utilisé les données de 2 télescopes spatiaux infrarouges lancés à 23 ans d'intervalle. Le satellite d'astronomie infrarouge IRAS, lancé en 1983, et Akari, un satellite japonais datant de 2006. L'idée derrière tout ça, si une planète très éloignée existe vraiment, elle aurait dû se déplacer d'un petit bout dans le ciel pendant cette longue période de plus de 20 ans, lentement, mais de manière mesurable, et c'est presque ce qui s'est passé. À partir d'un catalogue initial d'environ 2 millions d'objets, les chercheurs ont sélectionné des paires de points lumineux dont la distance pourrait s'expliquer par une planète en mouvement ayant une masse et une distance similaires à celle de la planète 9. Ils ont ensuite éliminé les sources connues telles que les étoiles et autres objets. Quand il ne restait plus que 13 paires de candidats, ils les ont examinés une à l'œil nu. Une seule paire de candidats a passé ce test de base et les 2 points lumineux avaient des couleurs et des luminosités identiques. Un signe que ça pourrait être le même objet. Mais quand Mike Brown, qui n'a pas participé à l'étude, a calculé lui-même l'orbite du candidat, il a fait une découverte surprenante. La planète supposée aurait une orbite inclinée d'environ 120 degrés par rapport au plan du système solaire. Une inclinaison si forte que la planète tournerait autour du Soleil dans le sens inverse des autres planètes. Les modèles de Brown prédisent en revanche que la planète 9 devrait avoir une orbite inclinée d'environ 15 à 20 degrés seulement. Si le signal de Fan et Goto correspondait donc bien à une planète très éloignée, son existence contredirait ironiquement l'hypothèse initiale de la planète 9. Car selon Brown, les 2 planètes ne pourraient pas coexister sans rendre leurs orbites respectives instables. L'astronome Samantha Lawlor de l'université de Regina pense que ce regroupement apparent dans la ceinture de Kuiper pourrait s'expliquer par une observation partiale d'une distribution d'objets en réalité uniforme.
Ce que je trouve super passionnant dans cette histoire, c'est qu'elle nous montre tout ce qu'il nous reste à apprendre sur notre propre système solaire. On croit si bien le connaître, et pourtant, il pourrait y avoir une planète entière cachée là-bas, voire peut-être même deux. Et comme si tout ça ne suffisait pas, la science a fait une autre découverte qui bouleverse notre vision du système solaire sous un tout autre angle. Chaque planète de notre système solaire provoque un plissement de l'espace en déformant l'espace-temps grâce à sa masse. C'est bien sûr notre Soleil qui génère la déformation la plus importante de l'espace-temps. Parmi les planètes, c'est Jupiter qui a le plus d'influence, car c'est justement le corps le plus massif du système solaire après le Soleil. Une équipe de chercheurs de l'Université de Belgrade, en Serbie, a découvert que ces plis spatiaux sont particulièrement marqués près des points de Lagrange de Jupiter. Les points de Lagrange sont des zones de relative stabilité gravitationnelle générées par l'interaction entre deux corps en orbite. Et voilà le plus intéressant, comme l'ont découvert les chercheurs serbes, chaque planète du système solaire possède son propre pli spatio-temporel qui, ensemble, forment un réseau que les chercheurs qualifient de véritable autoroute céleste. Les scientifiques ont réalisé des simulations pour calculer comment les trajectoires des particules se dirigeant vers différentes planètes comme Jupiter, Uranus et Neptune peuvent être influencées par d'éventuelles collisions et ces plis spatiaux. Et le résultat est étonnant. Ces particules interplanétaires, ainsi que des corps célestes plus gros comme les comètes et les astéroïdes, voyagent à travers le système solaire sur une trajectoire bien définie. On peut donc dire que cette autoroute céleste est un système de structures invisibles générées par les interactions gravitationnelles au sein du système solaire. Et ces structures sont si puissantes qu'elles peuvent accélérer le mouvement des objets dans l'espace. Cette découverte a des implications très concrètes, par exemple pour la recherche sur les astéroïdes. Grâce à la découverte de l'autoroute céleste, les chercheurs peuvent désormais se faire une idée plus précise de la façon dont les comètes et les astéroïdes voyagent à travers le système solaire et du danger qu'ils pourraient alors représenter pour la Terre. Les plis spatiaux générés par Jupiter ont une influence particulièrement forte sur le mouvement des comètes de la famille de Jupiter, ou JFC. Ce sont des comètes dont la période orbitale est inférieure à 20 ans et qui ne s'éloignent pas plus loin que l'orbite de Jupiter. Et ces objets sont tous piégés dans les plis spatiaux autour de Jupiter et filent à toute allure sur l'autoroute cosmique. Les chercheurs ont découvert que certains de ces objets se retrouvent sur une trajectoire de collision avec Jupiter, tandis que d'autres sont éjectés hors du système solaire. Et celles qui sont éjectées peuvent atteindre des orbites d'échappement incroyablement rapides et rejoindre les confins du système solaire en un temps record. Certaines atteignent Uranus et Neptune en seulement quelques décennies, tandis que d'autres parcourent en moins de 100 ans la distance inimaginable de 100 unités astronomiques, soit plus du double de la distance moyenne entre Pluton et le Soleil. La possibilité d'emprunter ces routes rapides à travers le système solaire pourrait permettre aux engins spatiaux de voyager plus vite et donc plus efficacement, et ça pourrait réduire considérablement la durée des missions spatiales, tout en diminuant la consommation d'énergie. C'est énorme! Car pour les missions vers Pluton par exemple, on parle de projets très longs, qui s'étendent sur des années. Bien sûr, les futures missions mettront encore beaucoup de temps à l'échelle humaine pour quitter le système solaire, mais ça ira peut-être un peu plus vite grâce à cette autoroute. J'espère que tu as maintenant une idée de tout ce qui se passe en même temps dans notre système solaire. Une vitesse plus élevée que prévu, une bulle cosmique, une étoile qui fonce vers nous, une planète mystérieuse et un raccourci spatio-temporel à travers notre système solaire. Si tu ne veux plus manquer aucune actualité scientifique à l'avenir, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et clique sur le bouton d'abonnement. En parlant de découvertes passionnantes dans l'espace, une molécule a été détectée sur une exoplanète lointaine et cette molécule est produite sur Terre exclusivement par des êtres vivants. Aurions-nous découvert de la vie extraterrestre? Tu le découvriras en haut à droite dans la vidéo affichée. En bas à droite, comme toujours, une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis!